Bienvenue à l'échiquier international, vous êtes bien en direct de Al24 News. Aujourd'hui, cap sur la question sahraoui ou le dossier sahraoui toujours aussi brûlant. Bien sûr, aujourd'hui nous allons parler de ces manifestations, de ces sit-ins qui se tiennent à Rabat devant bien sûr les prisons ou bien devant les administrations marocaines pour demander la libération des détenus sahraouis qui subissent de mauvais traitements et qui sont victimes justement de ces mauvais traitements de torture. Nous allons parler aujourd'hui, ce soir, comme avec vous, aussi de Narma Asfari, le détenu sahraoui de Gdeim Izik qui a entamé son 32e jour de grève de la faim. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous accueillons donc consécutivement Ahmedna Abdimbalak, membre du groupe de la société civile sahraoui. Vous êtes également militant sahraoui. Ahmedna, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation par le présent et le positif. Bonsoir Leïla, merci à l'équipe de L24 pour votre invitation. Najem Sidi, membre de la Ligue des journalistes, vous êtes également président du comité Action et Réflexion pour l'avenir du Sahara occidental. Najem Sidi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Très bien. Alors, pour commencer, nous allons quand même commencer par le commencement, ce qui mérite justement d'être dit aujourd'hui. Narma Asfari, dans les geôles marocaines, est en train de souffrir. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux, ces détenus sahraouis qui sont en train de souffrir aujourd'hui. D'abord par le mauvais traitement, l'interdiction à l'accès aux soins, bien sûr. Ces mauvais traitements infligés aux Sahraouis ont été dénoncés par des ONG qui se mobilisent, par des militants sahraouis et par des militants étrangers qui sont donc solidaires avec la question sahraoui ou avec le combat des Sahraouis. Ahmedna Abdimbalak, que peut-on dire justement sur cette grève de la faim entamée par Narma Asfari, le détenu qui est devenu le symbole aujourd'hui ou le porte-voix quelque part de tous ces détenus sahraouis dans les geôles marocaines? Alors Leïla, pour comprendre avant tout le contexte de la détention des prisonniers politiques sahraouis, il Oui. faut remplacer dans son contexte un conflit non résolu aussi du Sahara occidental, mais aussi cette répression automatique suite à une mobilisation du peuple sahraoui en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Il faut rappeler aussi le contexte qu'en octobre 2010, des milliers de Sahraouis avaient installé un campement auprès de la wilaya d'Al Ayoun, qui est la capitale du Sahara occidental, pour dénoncer des discriminations, des inégalités sociales, aussi des marginalisations et absence totale de droits du peuple sahraoui. Naama Asfari est avant tout un journaliste, un défenseur sahraoui des droits humains, étant aussi nommé chargé de présenter des revendications de ce camp de la dignité, le camp de Gdeim aux journalistes, aux observateurs étrangers, et il avait été arrêté le 7 novembre 2010 à la veille Oui. du démantèlement du camp, justement après les affrontements de violation qui ont accompagné ce démantèlement de plusieurs militants sahraouis ont été arrêtés, poursuivis et condamnés à des très très lourdes peines. Ces hommes ont d'abord été jugés en 2013 par un tribunal militaire. Il faut rappeler dans son texte aussi qu'ils sont tous des civils, des journalistes, des écrivains, des militants des droits de l'homme. Et pourtant, ils ont été jugés par un tribunal militaire du Maroc, mais même si un nouveau procès s'est ensuite déroulé devant une juridiction civile en 2017, mais le changement de juridiction n'avait pas effacé les violations antérieures. Les allégations de torture n'ont pas fait l'objet d'une enquête indépendante et efficace, et des procès-verbaux
ont été aussi largement contestés, ayant été signés contre la contrainte sur ces militants sahraouis. Nous rappelons donc simplement que il ne s'agit pas d'un désaccord politique avec les autorités marocaines qui a eu lieu ce campement. Nous parlons de violations documentées, de droit international, interdiction absolue de la torture, de droit à un avocat, l'égalité des armes et du droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial, ce qui n'a pas bénéficié justement le groupe Dogday Music. C'est le cas, oui, de Naama Asfari, qui a entamé une grève de la faim illimitée, qui aujourd'hui, au 10 juillet, 10 juillet 2026, on arrive au jour de 33e jour de cette revendication de la grève de la faim, qui a un objectif très, très simple pour Naama, qui Naama l'a appelé justement la bataille de la dignité. Mm. Et aujourd'hui, on trouve justement Naama dans une situation grave de santé, mais qui continue son combat et qui attend toujours des réponses des autorités marocaines. Alors, on va parler, je me tourne vers vous, Nadjim Sidi. Alors, on va parler justement de cette situation ou de cet emprisonnement arbitraire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Naama Asfari qui entame donc sa grève de la faim, une grève illimitée. On ne sait pas pour l'instant où on se parle quel est son état de santé, car on dit que sa santé s'est beaucoup détériorée et qu'il serait vraiment, ou sa santé est vraiment menacée. Justement, Nadjim Sidi, est-ce que des informations vous sont parvenues concernant justement l'état de santé de Naama Asfari, tout en sachant qu'il y a un véritable blackout là-dessus? Oui, voilà. Naama Asfari, il a perdu déjà malheureusement 10 kilos, même peut-être un petit peu plus. Il n'a pas le moyen en fait de faire pression plus que sa grève de faim. C'est l'ultime recours qu'il a fait. Et ce qui est important, c'est que on se demande que font les décisions internationales. C'est ça la question. Que fait par exemple l'ONU, que fait toutes les organisations internationales dans ce sens. Le 27 mars, rappelons-le, 2023, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, il a considéré que la détention de Naama Asfari était arbitraire. Donc, ils ont demandé au Maroc de le libérer immédiatement, bien sûr, avec d'autres compatriotes. Et de lui accorder aussi une indemnisation. Mais le problème, c'est la privation de sa liberté, ça pose un grand problème. Avant cela, donc c'était en 2016, le Comité des Nations Unies contre la torture aussi, il a conclu que ces violations qu'il a subies, c'était vraiment extorquer en fait des aveux qui sont extraits par la force et qu'il a été aussi, il a subi des traitements, des mauvais traitements, et il n'y a pas en fait il y a une absence d'enquête effective. Donc maintenant, Naama Asfari en ce moment, donc il entame le 33e, c'est-à-dire jour de grève, bien sûr avec la solidarité de ses compagnons. Il a vraiment perdu beaucoup de kilos, donc de sa santé. Il est déterminé, ça c'est le mot d'ordre. C'est ce que a dit mon collègue Ahmed Nah, que c'est une bataille de la dignité et qu'il est déterminé vraiment à maintenir cette grève jusqu'à l'obtention de ces revendications. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Monsieur Nadjim Sidi, est-ce que des informations vous sont parvenues justement concernant son état de santé? Est-ce que vous êtes au courant aujourd'hui? Est-ce que son avocat, bon, entre guillemets, je veux dire, comment se déroulent les choses pour que vous puissiez avoir des informations sur Naama Asfari et sur d'autres détenus, bien entendu?
En fait, les informations, ce sont des informations qui viennent, qui nous parviennent de sa famille. Oui, de son Et donc, épouse. exactement, que Claude Est-ce que Mongin. Claude Mangin, je rappelle, qui est aussi militante pour les droits des Sahraouis, est en contact ou sait à peu près ou est en train de suivre l'évolution de son époux sur le plan de la santé, bien sûr, depuis qu'il a entamé cette Exactement, grève? exactement. En fait, il est en contact avec lui vraiment en tout état de cause. Mais la seule chose, c'est que Naama Asfari, il est vraiment dans un état critique. Oui, Donc, il a perdu des kilos, il a perdu pas mal de choses. Et ceci, en fait, si, par exemple, il est déterminé, il entame en fait une grève illimitée de, je ne sais pas dans combien de temps, ça va influencer sur sa santé. Donc, oui. on se pose la question. Les Nations Unies ont qualifié sa détention d'arbitraire. D'accord. Deuxièmement, les Nations Unies ont établi des violations liées à la torture et au traitement, mauvais traitement. Troisièmement, les recommandations internationales restent sans effet. Comment voulez-vous en fait que ce prisonnier puisse avoir une réponse favorable à ses revendications? Très En bien. fait, Oui, allez-y, monsieur Sidi. le droit, moi je dirais en fait que le droit international il est bafoué. Il est voilà, donc en fait Oui. il y a pas de droit. En fait, on parle de droit, mais ce n'est pas applicable pour le cas des prisonniers sahraouis du groupe de Gdemizig et surtout en particulier de NAM. Alors, un droit international foulé aux pieds, des résolutions onusiennes qui ne sont pas respectées du tout, pour ne pas dire qu'elles ne sont pas appliquées. Les droits de l'homme aussi sont bafoués, puisqu'il n'y a aucun droit de visite pour ces détenus de Gdeim Izik qui sont détenus dans les geôles marocaines depuis 15 ans et de manière arbitraire. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Comité des Nations Unies contre la torture qui a épinglé à plusieurs reprises les autorités marocaines concernant justement la situation des détenus, du groupe de Gdeim Izik en particulier, de la pratique de la torture et surtout de la torture pour avoir des aveux. Avec nous, Abdeslam Afrab, président de l'association des prisonniers disparus sahraouis. Abdeslam Afrab, bonjour ou bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. Effectivement, nous sommes très inquiets et profondément préoccupés par la situation que traverse Naama Asfari, mais tous les prisonniers politiques sahraouis qui sont dans le désarroi total depuis 15 années maintenant, qu'ils sont soumis à une détention arbitraire et à une détention d'ailleurs illégale, puisque selon le droit international humanitaire, ces prisonniers sahraouis ne devraient même pas être emprisonnés dans les prisons marocaines à l'intérieur du Maroc, mais plutôt au Sahara occidental, et ils devraient être jugés selon les lois du Sahara occidental et pas du Royaume du Maroc. Nous sommes inquiets parce que ces prisonniers sont privés de tous leurs droits, ils sont exclus de toute visite de médecins, des avocats, de leur propre famille. Vous l'avez cité, le cas de Claude Mongin, qui depuis 2018 n'a pas pu visiter son mari en dépit du fait des citoyens français. Et que la France est un allié avec l'occupant marocain. Donc, on dirait que les autorités françaises sont en train d'encourager le Maroc à continuer à réprimer les Sahraouis, y compris ceux qui ont un lien direct avec familial avec la France. Oui. Nous sommes intrigués du fait que le Sahara occidental, les territoires occupés, sont le seul territoire aujourd'hui au monde où il n'y a pas de présence du Comité international de la Croix-Rouge, qui est pourtant présent partout dans le monde, aussi bien dans les pays de la région, y compris dans un camp de réfugiés, comme c'est le cas du camp des réfugiés sahraouis,
mais il n'a pas droit à accès au territoire occupé et encore moins aux prisonniers politiques sahraouis. D'ailleurs, la dernière visite du Comité international de la Croix-Rouge remonte à 1996. C'est dire combien c'est alarmant et flagrant le mépris du Maroc aussi bien à la structure que connaît le monde aujourd'hui, c'est-à-dire le minimum de présence des organismes humanitaires, mais encore son mépris total aux décisions. Vous l'avez cité, le comité contre la torture vient de le rappeler avec force, en rappelant que ces actions sont répétées et sont devenues une structure de l'État du Maroc. Absolument. Donc c'est une... Très bien, Monsieur Abdeslam. Oui, très bien, Monsieur Abdeslam. Alors, bien sûr, on va revenir vers vous. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des prisonniers disparus sahraouis. Donc, que le dossier, au fait, vous prenez en charge ce dossier des prisonniers, mais également de disparus, parce qu'on parle de détention, mais il y a aussi des disparus. On ne sait pas jusqu'à l'heure où on se parle où se trouvent ces Sahraouis qui ont été le plus souvent donc kidnappés ou carrément sortis de chez eux en pleine nuit, dans les territoires occupés. Ahmedna Mbarak, donc on va dire que en plus donc du dossier des détenus, il y a eu des sittings entre, par exemple, je crois, les deux derniers jours, et encore la semaine dernière a été quand même assez riche en manifestations en solidarité avec le peuple sahraoui, mais contre ce que subissent les détenus sahraouis aujourd'hui dans les geôles marocaines, à Rabat en particulier. Alors, on va dire comment se sont déroulés, si vous voulez, ces sit-ins qui ont réuni des militants d'ONG pour crier ou pour protester contre ces pratiques, comme je le disais, infligées aux détenus sahraouis. Et est-ce qu'il y a eu écho? Alors, j'aimerais tout d'abord rappeler ou mettre le point sur ce rassemblement qui me semble très, très important. C'est le rassemblement de 8 juillet 2026, car ce sont les familles qui sont rendues directement devant l'institution responsable de l'administration pénitentiaire marocaine. Elles ne sont pas seulement venues devant cette institution pour réclamer la libération des prisonniers politiques, elles sont venues aussi pour alerter sur un danger immédiat, celui qui menace aujourd'hui la vie du prisonnier politique Naam Asfari après plus d'un mois de grève de la faim. Et ce ne sont pas seulement des familles, mais aussi sont des défenseurs des droits de l'homme, mais également des étudiants sahraouis et même des étudiants parfois marocains qui sont venus de Marrakech, d'Agadir, de Tétouan, qui ont participé à cette mobilisation pacifique. Leur message était très, très clair. Les autorités marocaines sont responsables de l'intégrité physique et psychologique des personnes qu'elles détiennent. Le rassemblement montre également que malgré la distance, parce qu'il faut savoir que tous les prisonniers politiques se trouvent à plus de 1200 km de leur famille. Et ça, c'est vraiment une difficulté de déplacement pour les membres de la famille des prisonniers politiques. C'est quand même une difficulté majeure pour s'organiser, pour se déplacer au lieu de détention des prisonniers politiques. Donc, ces familles, elles refusent que les prisonniers soient isolés, qu'ils soient justement oubliés ou éloignés de la société sahraoui. Les efforts sont grands. Donc, les demandes de ces familles, de ces militants un peu partout dans le monde, on parle aussi d'un sitting qui a lieu tous les lundis devant le ministère des Affaires étrangères en Espagne, qui revendique également ces revendications de la famille, des familles des prisonniers, c'est-à-dire la libération immédiate et sans condition de l'ensemble des prisonniers politiques, mais aussi
une intervention urgente pour protéger la vie et l'intégrité physique de Naama Asfari, mais également aussi de tous les détenus sahraouis. Mais également quelque chose qui revient très souvent dans ces revendications de militants, mais aussi dans ce récit des ONG, des organisations un peu partout dans le monde, c'est l'accès du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, du Comité international également de la Croix-Rouge, que vient de rappeler Abdeslam, mais aussi des professionnels médicaux indépendants pour faire état de ces prisonniers politiques, faire état aussi d'un prisonnier politique comme Naama Asfari après 33 jours de la grève de la faim. Je pense que cette perte de poids, quand même, qu'il a parlé également Najem, est très, très significative et qu'elle a besoin d'une intervention indépendante. Mais ce qui rappelle aussi les familles, ce qui exige les familles, c'est l'application des décisions et recommandations du comité contre la torture et le groupe de travail des détentions arbitraires et une revendication bien sûr très, très importante, c'est la fin de l'isolement, de la négligence médicale et de l'éloignement carcéral. C'est aussi, ça fait partie aussi des revendications de Naama Asfari. Merci. C'est vrai que je suis obligée un petit peu de faire vite avec vous parce que je voudrais quand même vous entendre tous. Monsieur Najem Sidi, bien sûr, certains parlent de peut-être de torture, de cas de torture, mais de cas isolés, peut-être même accidentels. Mais les constats sont là, hein, des ONG et bien sûr même du comité donc des prisonniers, des comités des Nations Unies contre la torture, le comité des prisonniers également, qui parlent quand même d'un schéma constant. C'est érigé en loi, si vous voulez, la torture pour obtenir des aveux, la négligence médicale, les représailles qui sont systématiques à l'encontre des prisonniers. D'ailleurs, il y avait un rapport qui a été fait là-dessus en 2025, intitulé, et le titre en dit long, « Pas de traitement, pas de visite, pas de justice ». Exactement. En fait, ce qui est bizarre, c'est que le Maroc et les instances, les organisations internationales ne peuvent pas, en fait, c'est-à-dire, ils savent que le Maroc, à chaque fois, il bafoue le droit international. La dernière des choses, c'est un exemple concret. Hier, quand en fait il y avait le match entre la France et le Maroc, il y a des Sahraouis qui sont sortis pour célébrer c'est-à-dire, voilà. Brièvement, monsieur Najmi. Ils ont été en fait réprimandés. En fait, il y avait une répression contre ces civils, ces civils sahraouis qui veulent justement dire qu'ils sont contre le Maroc et contre l'occupation marocaine. Merci d'avoir été bref. Bien sûr, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Était avec nous Ahmed Abdi Mbarak, donc militant sahraoui, Sidi Najem, membre de la Ligue des journalistes sahraouis, mais vous êtes également président du comité Action et Réflexion pour l'avenir du Sahara occidental. Était également avec nous Abdeslam Afra, président de l'association des prisonniers et disparus sahraouis. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouvera pour d'autres numéros de l'Échiquier international. Au revoir.